Bonjour Alain Courtier, comment ça va? Bonjour, écoutez, ça va bien avec ce beau temps. En effet, ça fait plaisir, on respire, on a de la lumière. Merci de nous accueillir dans votre panoramique, le restaurant de La Faïdam que vous dirigez depuis très longtemps, que vous quitterez bientôt parce que vous serez bientôt un jeune retraité. Vous finissez fort votre carrière. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à être candidat à l'opération Plus fort après la crise qui est pilotée par le Club Metz Technopole? D'abord, l'arrivée de la Faïdam et de ses établissements sur le Technopole, parce que même si la Faïdam a 60 ans d'histoire riche sur Metz, c'est quand même intégrer ces nouveaux locaux, qui plus est, mais ça on ne le savait pas encore, une semaine avant le confinement. Voilà, donc vivre une situation particulière, et puis en parallèle, une volonté de l'association, ce qui est quand même nouveau justement par rapport à son ancienneté, c'était d'être communicante. Parce que jusqu'alors, nous vivions quand même repliés sur nous-mêmes et relativement cachés. Et cette volonté d'adhérer à un club, et le club Metz Technopole était tout à fait indiqué. Donc dès que la Faïdam a adhéré au club et que j'ai vu que vous aviez un appel à projet concernant cette crise, je me suis dit mais voilà chiche quoi, on est une association. Je ne savais pas qu'une association allait pouvoir être aussi attractive vis-à-vis du club Metz Technopole que je ne connaissais pas encore, mais ça m'a paru intéressant d'aller me confronter à ce que j'imaginais être avant tout de l'entreprise du secteur marchand, et en disant que finalement la Faïdam avait certainement des particularités à faire valoir. Alors quelles sont ces particularités que vous avez pu faire valoir dans le cadre de l'analyse qu'on a faite ensemble tous sur ces premiers mois de crise, puisque c'était l'objet de l'opération dont on parle, Plus fort après la crise? Alors, la particularité, c'est un peu l'ADN de nos associations de parents, l'accompagnement de personnes en situation de handicap, où dès le départ de cette crise, et un peu par anticipation, puisque nous avons décidé en cellule de crise de fermer nos établissements le vendredi, alors quelques jours avant le confinement, mais on voyait cette tendance, et dans l'ADN, la protection. Donc on se dit, avant tout, il faut protéger les personnes que nous accompagnons et nos salariés. Donc, voilà, on ne se pose pas de questions et on ferme. Et puis, les semaines passent et commencent à se poser à nous des questions que d'autres ont traitées, notamment les entreprises avant nous, à de savoir, oui, mais quid de l'aspect financier des choses, de la survie de l'association. Et voilà, donc c'est un peu tout cet enchaînement de faits qui nous a amené finalement à être partie prenante, et en se disant mais finalement c'est vrai, c'est notre ADN de dire on protège les gens, on a tout fait pour les protéger, peut-être sans réagir d'ailleurs à l'aspect économique des choses dans un premier temps, parce que c'était notre focus, protéger. Et puis très rapidement, la réalité économique nous retrouve aussi. Ensuite, voilà. C'est pérennisé. Voilà, ensuite c'est pérennisé. Alors, quand vous dites nous, c'est qui? C'est le directeur avec son conseil d'administration, c'est l'ensemble des équipes. Alors la cellule de crise au départ, on agit dans l'urgence, un peu comme partout. Donc c'est avant tout mon comité de direction. Donc c'est les 6 directeurs de nos différents établissements et services, et la présidente, en tant que, puisqu'il y a des décisions de fermeture d'établissements qui doivent être actées. Ensuite, c'est un lien avec, évidemment, le reste du conseil d'administration et les partenaires sociaux. Parce que je dois dire que, voilà, comme toute organisation, nous avons des partenaires sociaux, un comité social et économique, donc des relations qui sont pas toujours aisées, en fonction des sujets et des thématiques abordées. Et là, justement, d'emblée, c'est de voir que, comme si chacun avait perçu, on ne savait pas où on allait, il faut être clair, mais comme si chacun avait perçu qu'il y avait quelque chose de différent, d'inhabituel qui se présentait, donc beaucoup d'écoute et beaucoup de liens. Donc aussi, voilà, les partenaires sociaux, même si c'est à distance, voilà, dès le début, dès la première semaine, une fois par semaine, on s'appelle au téléphone, on échange par mail des points sur la situation, et du coup tout ça, ça fédère les équipes d'une façon que je n'avais pas connue moi jusqu'ici. Donc une facilité pour nous travailler parce qu'il y a un climat apaisé.
Alors vous l'avez évoqué, travailler à distance, prendre des décisions à distance. Pour autant, vous exercez aussi un métier, vos équipes exercent des métiers où le travail à distance, ça n'existe pas vraiment, parce qu'il faut être proche des personnes que vous accueillez, que vous hébergez, dont vous vous occupez. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Déjà, pour nos structures d'hébergement, les résidents sont à demeure et ils sont sur place, donc sans possibilité de sortie. Donc là, il faut continuer à les accompagner avec du personnel qui, lui, a toujours cette inquiétude d'être au contact d'une population assez importante, d'une population qui est aussi quelque part à risque. La crainte dans une deuxième étape de véhiculer de l'extérieur, dès lors que les fameuses 14 premiers jours passent et que nous n'avons pas de cas de contamination dans nos structures, c'est de se dire, bon, c'est bien, mais aujourd'hui, le risque, c'est moi, salarié, d'apporter de l'extérieur. Donc des mesures préventives en matière de port du masque, à une époque où on nous dit encore le masque, il n'est pas forcément utile. Pour une partie. Dans les autres établissements, notamment le secteur enfant, là c'est un travail de fond engagé avec les familles. Parce que certains enfants, l'accompagnement en famille peut poser des soucis à la famille. Donc là, c'est des équipes qui sont mobilisées avant tout au téléphone, mais aussi des éducateurs qui vont au domicile accompagner les parents par séquence en fonction des besoins. Et puis, pour nos travailleurs handicapés des ZAD, ils sont tous à la maison. Et c'est notamment les premières semaines des coups de fil tous les jours pour savoir quand est-ce qu'on reprend le travail. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'avoir transmis à vos équipes? C'est quand même une lourde charge qui pèse sur les épaules d'un directeur, avec toutes ces responsabilités que vous évoquez. Vous avez forcément transmis des choses à vos équipes. Qu'est-ce que vous en retenez? Moi, ce que j'en retiens, c'est affirmer ce que je faisais habituellement, en toute modestie, mais dans une période où ça a certainement été plus facilement compris. C'est vrai que dans une période de fonctionnement normal, quand les choses se placent plutôt bien, ça fait partie aussi de l'humain d'aller toujours chercher du plus. Là, je pense que chacun a compris quel était son rôle, a compris qu'il y avait une situation dont on ne savait pas vraiment ce qu'était cette situation, mais qu'elle était grave et que ça nécessitait de la solidarité. Et le message a été beaucoup plus simple pour moi à faire passer et quelque part finalement trouver un peu une certaine forme de légitimité qui s'effrite peut-être avec le temps ou qui est tout simplement humaine dans des relations qu'on peut avoir avec les uns et les autres. Qu'est-ce que vous espérez dans les mois qui viennent? J'aime pas trop cette expression, mais je vais quand même la prononcer, le monde d'après. Forcément, il y aura des choses qui seront différentes, on l'imagine. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit différent? Alors, un vœu pieux, mais que chacun prenne conscience du rôle en tant que personne qu'il a joué, mais d'un point de vue plus général, pas seulement qu'en cas de crise, parce que dans tous les paradoxes que l'on doit gérer au jour le jour et qui sont renforcés avec cette crise, m'a paru une chose évidente. C'est toujours cette propension de l'humain à renvoyer qui à son supérieur hiérarchique, qui au gouvernement, qui à je ne sais trop qui, la responsabilité des choses. Et on s'aperçoit que dans ce domaine, si chacun se disait, moi à ma petite échelle, quel que soit mon poste d'ailleurs, y compris le directeur général, qu'est-ce que je peux faire, comment j'apporte ma pierre à l'édifice? Et qu'on parle du développement durable, qu'on parle d'une crise sanitaire, etc. Avant de renvoyer toujours, les autres ont qu'à. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est bien compliqué, parce qu'on touche l'humain, mais si chacun demain pouvait se dire, mais finalement on vient de traverser une crise qui nous a finalement interrogé sur beaucoup de choses, et peut-être sur nous-mêmes. S'interroger sur soi-même pour dire, mais finalement, si demain je montre déjà l'exemple, est-ce que ça va pas être plus facile à la collectivité d'enchaîner? Voilà. Alors, vaste programme, mais je crois que avant de renvoyer, de demander quoi que ce soit, et sans négliger le reste, mais je crois que le reste, on en a parlé, mais c'est vraiment ça, que chacun s'interroge sur, moi, à ma petite échelle, comment je peux contribuer à améliorer les choses. Alors je vais terminer sur une note, je ne trahis aucun secret, je l'ai dit en début d'interview, vous êtes bientôt retraité et pourtant vous n'avez pas encore vu fonctionner à pleine capacité ce magnifique endroit qui est d'ailleurs vide aujourd'hui pour nous. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration de n'avoir pas pu vivre jusqu'à présent Vous pouvez retirer le un peu. Non mais clairement, c'était à la fois une chance pour moi de terminer une carrière sur un programme La Faïdam, puisque en même temps que la construction ici du site Solidarité, en parallèle on a mené sur Marly la création de 40 logements, donc un gros programme qui m'a mobilisé avec mes équipes pendant près de 5 ans.
Et aujourd'hui, cette crise fait que nous n'avons même pas inauguré nos locaux. Alors ça peut paraître comme ça un peu secondaire, mais non, parce que une inauguration, c'est l'aboutissement d'une démarche et de se dire ça y est, là j'ai fait le job, quoi. Et à l'image de ce restaurant qui a jamais fonctionné à plein, c'est de se dire cette frustration, de dire pourtant on en est persuadé, le chef le disait tout à l'heure, on a fonctionné en mode Covid, mais le restaurant était plein, donc on sait que tout est prêt pour que ça fonctionne correctement. Les locaux sont là, les quelques familles qui viennent nous disent que c'est adapté, que voilà. Donc si on pouvait avoir l'occasion avant la fin de l'année d'inaugurer ces locaux, effectivement, ça retire une partie de la frustration. Et on sera, j'imagine, invité à partager ce moment avec vous, et on va parler au chef et il fera de vous un invité permanent de ce restaurant, j'en suis persuadé. Merci beaucoup Alain Courtier pour ce propos. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à vous.